Le Paris de 1943 est une ville fantôme de son ancienne gloire, ses avenues majestueuses foulées par des bottes étrangères. Pour Jean-Luc Dubois, notre man, la vie est une partition silencieuse jouée sous la menace. De jour, il est un archiviste méticuleux à la Bibliothèque nationale, sa tâche ostensible de cataloguer des manuscrits anciens lui offrant une couverture parfaite. Ses mains, qui tournent avec précision les pages jaunies, sont aussi celles qui, la nuit, manipulent des radios clandestines et déchiffrent des messages codés. Son appartement modeste, rue des Martyrs, est une façade pour sa véritable existence, un refuge spartiate où le seul luxe est le silence. Le couvre-feu est son allié, drapant la ville d'un linceul cotonneux et le rythme régulier des patrouilleuses allemandes, dont les échos résonnent sur les pavés humides, sa mélodie d'alarme. Il observe, il écoute, il est un fantôme parmi les vivants, se mouvant avec la discrétion du nombre. Sa routine quotidienne est une chorégraphie calculée au millimètre. Le trajet jusqu'à la bibliothèque, où chaque station de métro est une occasion d'observer sans être vu, l'échange de quelques mots convenus avec des collègues indifférents ou prudemment patriotes, leur conversation oscillant entre les faits divers anodins et les rumeurs macabres chuchotées. Le déjeuner frugal dans un bistrot du quartier latin, où l'on murmure plus qu'on ne parle, est une autre scène de son théâtre quotidien. Chaque regard croisé avec un officier allemand, leur insigne brillant sous la lumière blafarde des réverbères, est une décharge d'adrénaline maîtrisée. Chaque contrôle d'identité une épreuve où il se sent mis à nu, même si ses papiers sont impeccables. Jean-Luc est un maître dans l'art de la banalité, son visage impassible reflétant la résignation apparente de nombreux Parisiens, l'apathie qu'il porte comme un masque. Pourtant, derrière ses lunettes fines et son allure effacée, bouillonne une colère froide et une détermination inébranlable, alimentée par le souvenir d'un frère tombé en 1940 et par le désir ardent d'un avenir libre pour son jeune neveu, qu'il voit rarement pour ne pas le mettre en danger. Cet enfant innocent est l'encre qui le lie à un futur qu'il doit construire, brique par brique, dans les ruines du présent. Son implication dans la résistance a débuté modestement, par la distribution de tracts anti-gouvernementaux glissés sous les portes ou oubliés sur des bancs publics, puis par la fourniture de fausses pièces d'identité. Un talent inestimable grâce à son accès aux archives et à un contact discret dans une petite imprimerie clandestine. Il est à maintenant un maillon discret mais essentiel d'un petit réseau, de ces myriades de filaments qui tissent la toile fragile de l'opposition. Le réseau est dirigé par une femme charismatique, Madame Dubois, sans lien de parenté, mais il s'amuse parfois de cette ironie, connue sous le nom de code La Rose. Sa spécialité, celle de Jean-Luc, est la collecte d'informations. Mouvement de troupes allemandes, emplacement de dépôts d'essence ou de munitions, horaires de trains de convoi stratégiques. Il utilise son statut d'archiviste pour accéder à des cartes topographiques et des documents administratifs, décryptant les informations vitales cachées entre les lignes des registres anodins ou devinant les omissions révélatrices. Sa première véritable rencontre clandestine, celle qui a scellé son engagement plus profond, se déroule un soir de novembre, dans la crypte poussiéreuse de l'église Saint-Étienne-du-Mont. L'humidité froide s'accroche aux murs suintants, le silence est profond, seulement brisé par les pas discrets des participants et le souffle de la peur. Les visages, éclairés par une unique lampe à pétrole vacillante, sont des ombres chuchotantes. Il y a le boulanger, un ancien combattant de 14-18 devenu chef de section locale, dont les mains, jadis façonnant le pain, serrent désormais un revolver. Il y a aussi la chouette, une jeune femme audacieuse et aux yeux vifs qui opère comme coursière, traversant Paris à vélo, des messages codés cousus dans la doublure de sa veste. L'atmosphère est lourde de tabac froid et de l'odeur rance de l'humidité séculaire, mais surtout d'une tension palpable, d'une peur que personne n'ose nommer, mais que tous ressentent au creux de l'estomac. Les enjeux sont clairs, énoncés par La Rose d'une voix grave et posée. Chaque mot peut coûter une vie, chaque faux pas, la liberté, et bien pire encore. C'est lors de cette rencontre que Jean-Luc, dont l'intelligence analytique et la discrétion légendaire ont été remarquées, est désigné pour une tâche plus risquée, une mission d'infiltration qui pourrait changer le cours des choses. Il doit prouver sa valeur, non seulement pour le réseau et pour la France, mais aussi pour lui-même, pour le souvenir des siens, pour exorciser la honte de l'impuissance. Il ne s'agit plus de survie, mais de vengeance, froide et méthodique. L'air de Paris était lourd d'une nouvelle tension en ce printemps de 1944. Les rumeurs de débarquement alliés, d'abord chuchotées dans les arrière-salles de café, puis colportées avec une imprudence grandissante, s'étaient muées en un bourdonnement quasi constant, aiguisant les nerfs et les espoirs.
Pour Jean-Luc, cette attente fébrile était une lame de rasoir suspendue au-dessus de chaque rue, chaque conversation. La Gestapo, plus visible, plus brutale, quadrillait la ville avec une fureur redoublée, comme si elle tentait d'étouffer ses rumeurs dans l'œuf, de maintenir un semblant de contrôle sur une ville qui commençait à lui échapper. Les affiches de propagande, déchirées chaque nuit et remplacées chaque matin, affichaient des menaces de plus en plus directes. Paris, sous ce soleil printanier trompeur, était un tableau impressionniste où les couleurs vives de la vie ancienne luttaient contre les teintes sombres de l'oppression. C'est dans l'atmosphère confinée et l'odeur métallique d'un petit atelier d'horlogerie, rue Vieille du Temple, que la lame s'abattit. Ce soir-là, point de crypte humide ou de messe clandestine. Juste le tic-tac incessant d'une douzaine de pendules murales, étrangement apaisant et oppressant à la fois. La Rose l'attendait, ses traits habituellement impassibles marqués par une tension nouvelle, un imperceptible froncement de sourcils trahissant l'urgence. À côté d'elle, la Chouette se tenait droite, les mains serrées, ses yeux vifs fixés sur Jean-Luc avec une intensité inhabituelle. « Jean-Luc » commença la Rose, sa voix un murmure à peine audible par-dessus le chant mécanique des horloges. « La situation est délicate. Nous avons un problème, un gros problème. » Jean-Luc sentit le froid lui monter le long de la colonne vertébrale. Il se contenta d'un hochement de tête, son visage conservant la neutralité qu'il avait cultivée avec tant de soin. « Je vous écoute. » Le corbeau, poursuivit la Rose, désignant d'un geste vague un point invisible dans l'air saturé de poussière, a été compromis. Nous pensons qu'il est tombé ce matin. La Gestapo a investi son appartement, rue des Rosiers. Le corbeau était leur source la plus précieuse au sein de l'administration collaborationniste, un homme discret qui leur fournissait des informations sur les mouvements de troupes et les listes de rafles. Sa chute était un coup dur, mais ce n'était pas l'intégralité du problème. Son réseau, ajouta la Chouette, sa voix brisée par l'émotion, son carnet, il l'a gardé sur lui. Tous les noms, tous les points de contact. Un silence épais tomba, brisé seulement par le carillon d'une horloge. Jean-Luc sentit son cœur battre un rythme irrégulier. Un carnet contenant l'identité de dizaines de résistants, la structure de plusieurs cellules. C'était une catastrophe imminente. « Nous avons une fenêtre », reprit la Rose, ses yeux brûlants d'une détermination que Jean-Luc reconnaissait et redoutait. Une source interne, que nous ne pouvons pas nommer, nous a indiqué que le carnet n'a pas encore été analysé. Le corbeau n'a pas parlé. Pas encore, mais le temps est compté. Ils le feront parler, c'est inévitable. Elle fit une pause, ses yeux perçant les siens. Le carnet a été transféré au siège de la Gestapo, avenue Foch. Il est dans le bureau du major Muller, en attente de déchiffrage. Jean-Luc faillit laisser échapper un soupir. L'avenue Foch, le repère du diable, un des lieux les plus sécurisés et craints de Paris. Y pénétrer était une mission suicidaire. « Nous avons un plan », continua la Rose, comme si elle lisait ses pensées. « Audacieux, risqué, mais c'est notre seule chance. Le gardien de nuit habituel, un de nos sympathisants, a été mis à pied pour une maladie opportune. Son remplaçant arrive demain. Il y aura un laps de temps, entre minuit et 2 heures du matin, où la surveillance sera moins rigoureuse. C'est votre fenêtre, Jean-Luc. » Jean-Luc écouta, son esprit analytique déjà à l'œuvre, cherchant les failles, les impossibilités. Infiltrer l'avenue Foch, sans plan de l'intérieur, c'est de la folie. « Nous avons un croquis rudimentaire de l'étage de Muller, intervint la Chouette, dépliant une petite feuille de papier froissé. Un contact l'a dessiné de mémoire. Il y a un conduit de service utilisé par le personnel de nettoyage. Il est étroit, mais faisable. Jean-Luc étudia le croquis, ses yeux s'attardant sur les portes numérotées, les symboles manuscrits. C'était un dédale. Ses mains, habituées à tourner les pages jaunies des manuscrits, à manipuler avec une précision d'orfèvre les rouages de l'information, devraient maintenant s'adapter à l'ombre, à la vitesse et à la violence potentielle. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il finalement, sa voix ferme malgré le tumulte intérieur. La Rose le regarda fixement. « Votre discrétion, votre sang-froid, votre capacité à disparaître dans le décor, et surtout votre intelligence. Vous êtes le seul à pouvoir improviser si le plan déraille, et il déraillera, Jean-Luc. C'est toujours le cas. » Elle plaça une petite clé et un insigne d'identification contrefait sur la table, juste à côté d'un mécanisme d'horlogerie délicatement démonté. L'accès au conduit, l'identification pour passer les premiers contrôles. Et ceci, elle tendit une petite fiole d'un liquide transparent, une dose de laudanum, assez pour endormir un homme sans le tuer. Jean-Luc prit les objets, le métal froid de la clé contrastant avec la chaleur de la fiole. Il imaginait l'intérieur de ce bâtiment,
les voix allemandes, le claquement des talons. L'image de son neveu, souriant, insouciant, traversa son esprit. Et celle de son frère, le visage figé dans la boue de 1940. Vengeance, froide et méthodique, oui, mais aussi la survie des autres. « Combien de temps avons-nous » répéta-t-il, un nœud de tension se formant dans son estomac. « Avant minuit, demain soir, » répondit la Rose. « Chaque minute après cela, des vies sur Bonaïsby seront perdues. » Jean-Luc hocha la tête, une décision lourde et irréversible scellée dans son regard. Le pari de la résistance était sur le point de le plonger bien plus profondément dans son abîme d'ombre. La collection d'informations était terminée. L'heure de l'action avait sonné. La nuit tomba sur Paris comme un linceul de velours, les lumières de la ville étouffées par le couvre-feu, laissant les rues à la merci des patrouilles et des fantômes. Jean-Luc Dubois, son cœur battant une mesure discrète sous son pardessus usé, observait le silence depuis la fenêtre de son appartement. L'horloge du quartier sonna les 10 coups, chaque tic-tac une parcelle de temps qui s'effilochait. Devant lui, sur sa table de travail, gisaient les outils de son autre vie. Une loupe d'horloger, des pinces fines et, cette nuit, un revolver dissimulé sous une pile de manuscrits latins. La petite fiole de laudanum, elle, était glissée dans sa poche intérieure, froide contre sa peau. Il avait passé l'après-midi à rejouer le plan dans son esprit, superposant le croquis de la Rose sur sa propre carte mentale du quartier. L'immeuble visé, un ancien hôtel particulier réquisitionné par l'Abwehr, était une bête imposante, ses fenêtres éclairées comme des yeux jaunes dans l'obscurité. Jean-Luc avait endossé le rôle du petit fonctionnaire, celui qui passe inaperçu, la plus dangereuse des camouflages. Le trajet jusqu'à la place des Vosges fut une danse macabre avec l'ombre. Chaque pas résonnait sur le pavé humide, chaque silhouette lointaine était une menace potentielle. Il croisa une patrouille de la Wehrmacht, leur casque brillant sous la faible lumière des réverbères masqués. Il baissa la tête, serrant sa vieille mallette, l'air d'un homme rentrant chez lui après une journée de travail sans intérêt. Leurs bottes passèrent, le laissant seul avec le battement de son propre cœur. Paris, ville d'amour et de lumière, était devenue une cage dorée, son élégance naturelle contrastant cruellement avec l'uniforme gris-vert de ses geôliers. Les cafés fermés affichaient des ardoises poussiéreuses, les fontaines murmuraient des secrets anciens au seul mur. Il atteignit l'hôtel particulier. Une sentinelle allemande, jeune et visiblement épuisée, arpentait l'entrée principale, sa baïonnette réfléchissant faiblement la lumière. Jean-Luc contourna l'immeuble, cherchant l'accès de service indiqué sur le croquis. Il le trouva, une porte de bois lourd à l'arrière, donnant sur une ruelle sombre et nauséabonde. L'insigne d'identification contrefait était sa clé. Un laissez-passer de fournisseur de charbon d'urgence. L'histoire était fine, mais plausible pour quelqu'un qui n'y regarderait pas de près. Il frappa, une frappe calculée, ni trop forte ni trop timide. Un œil apparut derrière un Judas grillagé. « Heilige Scheiß, qui est là ?» grogna une voix râpeuse, l'accent allemand déformant le français. « Livraison urgente de charbon, monsieur. La chaufferie en manque. Commande de Herr Schmidt », répondit Jean-Luc, sa voix dénuée de toute émotion, son visage neutre. Il brandit l'insigne. La porte s'entr'ouvrit avec un grincement. Un homme en uniforme d'ordonnance, le visage bouffi et le regard méfiant, apparut. Il jeta un coup d'œil à l'insigne, puis à la mallette de Jean-Luc. « Charbon ? À cette heure ? On ne nous a rien dit. »« Les imprévus !» dit Jean-Luc avec un haussement d'épaules étudié. « C'est pourquoi, c'est une urgence. Herr Schmidt était très clair, pas de retard. La chaleur pour ces messieurs est primordiale. » L'ordonnance hésita, son regard balayant la ruelle, puis s'attardant sur les yeux de Jean-Luc, cherchant une faille. Jean-Luc le laissa chercher, son propre regard vide, patient. La fatigue et le besoin de ne pas avoir d'ennui l'emportèrent. « Très bien, mais dépêchez-vous, le conduit est au sous-sol. » Il ouvrit la porte juste assez pour laisser passer Jean-Luc sans le moindre sourire. À l'intérieur, l'air était chaud et lourd, imprégné d'une odeur de cire, de vieux tapis et de tabac allemand. Jean-Luc se retrouva dans une antichambre de service, quelques marches menant au niveau principal, d'autres vers le sous-sol. Il descendit, évitant de faire le moindre bruit, chaque fibre de son être en alerte. Le sous-sol était un dédale de couloirs, de tuyaux, de vannes. La chaufferie était bruyante, le vrombissement des chaudières masquant ses pas. Il repéra l'entrée du conduit de service, derrière une montagne de charbon et de vieux fûts. C'était un boyau sombre, exigu, empestant la poussière et la moisissure. L'endroit idéal pour disparaître, pour un rat. L'ironie n'échappa pas à Jean-Luc. Il avait passé sa vie parmi les mots et les idées, et maintenant il rampait dans les entrailles d'une bête. Alors qu'il allait s'engager, une ombre se détacha de la pénombre, bloquant son chemin.
C'était un gardien de nuit français, un homme âgé, le visage las, tenant une lampe à pétrole. « Que faites-vous là, mon gars ?» demanda l'homme, sa voix rauque, sans hostilité, mais avec une curieuse lassitude. « La chaufferie est par là. Pas besoin de vous aventurer dans ces tuyaux. » Jean-Luc sentit une décharge d'adrénaline. L'homme n'était pas allemand, ce qui le rendait plus dangereux par sa potentialité à être un collaborateur zélé ou un patriote effrayé. « Je vérifie l'isolation, monsieur. Une fuite de vapeur signalée. Le charbon n'est qu'une façade, » mentit Jean-Luc avec le même ton monocorde. « C'est un rapport pour Herr Schmidt, très urgent. » Le gardien le regarda, les yeux plissés par la lumière vacillante de sa lampe. Il y avait dans son regard quelque chose qui allait au-delà de la simple curiosité. Une lueur de compréhension ou de méfiance. « Des fuites. Toujours des fuites, » soupira le vieil homme, secouant la tête. « On n'en finit jamais avec les soucis, n'est-ce pas? Surtout quand on doit s'occuper de ce que ces messieurs cassent. » Un silence lourd s'installa. Ce conduit-là, il mène loin, très loin. Il posa sa lampe au sol et le regarda fixement. « Vous n'êtes pas ici pour la vapeur, n'est-ce pas ?» Jean-Luc ne répondit pas. Son cœur battait la chamade, mais son visage restait impassible. Il pensait à la fiole de laudanum, à la violence potentielle. Mais il y avait quelque chose dans le regard du vieil homme, une lassitude, une sagesse silencieuse qui l'incitait à la prudence. « Mon fils aîné » dit le gardien, sa voix se perdant presque dans le vrombissement des machines. « Il est tombé à Verdun, en 14, mon deuxième, à la ligne Maginot. J'en ai assez des guerres et de leurs secrets. » Il fit un geste vague de la main vers le conduit. « Faites ce que vous avez à faire, mais ne faites pas de bruit. Et pour l'amour du ciel, ne vous faites pas prendre. Je suis trop vieux pour les interrogatoires. » Un frisson parcourut Jean-Luc. L'homme n'était pas un ennemi, mais un témoin fatigué de l'histoire. Un homme qui avait vu trop de choses et qui choisissait de détourner le regard. C'était une bénédiction inattendue et une charge morale supplémentaire. Il hocha la tête, un remerciement silencieux. « Merci, monsieur, » murmura-t-il, sa voix retrouvant une humanité qu'il avait soigneusement étouffée. Le gardien haussa les épaules, reprenant sa lampe. « Ne me remerciez pas, je ne fais rien. » Il se retourna et s'éloigna dans l'ombre, sa lampe oscillant comme un phare solitaire dans la mer de l'obscurité. Jean-Luc regarda l'entrée du conduit. Le moment de la discrétion était terminé. L'heure était à l'action. Il se glissa dans le boyau, laissant derrière lui le bruit des machines, le souvenir du vieil homme et les dernières parcelles de son ancienne vie. Il était maintenant un fantôme, glissant vers le cœur de la bête armée de ses nerfs d'acier et d'une détermination de plus en plus lourde. L'intelligence qu'il cherchait n'était plus qu'à quelques mètres, au-delà de l'obscurité suffocante du conduit. Le vrai danger commençait. Le boyau de service sentait le soufre et le temps. Chaque mètre parcouru était un effacement supplémentaire du monde, une immersion dans les entrailles de Paris que les touristes ne voyaient jamais. La chaleur était étouffante, l'air vicié, des gouttes de condensation perlaient sur les parois métalliques, ruisselant sur sa nuque. Jean-Luc avançait à tâtons, les mains gantées glissant sur les conduites rouillées et les câbles nus. Il se sentait à la fois gigantesque et insignifiant, un intrus dans ce labyrinthe industriel qui pulsait comme un cœur malade sous la ville. La discrétion était sa seule armure, le silence sa prière. Le cliquetis régulier de ses genouillères sur le métal était un battement de tambour assourdi, assourdissant dans le confinement. Après ce qui sembla être une éternité de reptation, le conduit s'élargit légèrement. Une faible lueur filtrait d'une fente plus loin. Il progressa avec une prudence redoublée, chaque muscle tendu, chaque nerf à vif. Il atteignit la fente, une grille d'aération dissimulée, à peine visible. En collant son œil au travers, il découvrit une scène d'une banalité trompeuse. Il était en surplomb d'un petit bureau, plus un poste de contrôle qu'une salle des machines. Deux hommes en uniforme de la Wehrmacht, plutôt jeunes et l'air lassé, étaient penchés sur des cartes épinglées à un tableau mural. L'un d'eux, le visage maculé de suie, traçait une ligne au crayon avec une application méticuleuse. Une radio grésillait doucement dans un coin, crachant des fragments de voix allemande lointaine. Sur la table devant eux, des tasses de café de chicorée tiède, des paquets de cigarettes froissées et un plat de pommes de terre bouillies rappelaient la triste réalité du rationnement, même pour l'occupant. Ce n'était pas la Gestapo, pas les tortionnaires que son imagination avait si souvent peints. C'étaient des soldats, des exécutants, peut-être des ingénieurs ou des logisticiens. Et c'était précisément cela qui était glaçant. Le mâle était souvent vêtu de tweed et de tablier, pas seulement de bottes et de cuir. Jean-Luc se concentra sur la carte. C'était une carte ferroviaire de la région parisienne. Les lignes principales étaient surlignées en rouge, d'autres en bleu.
De petits symboles manuscrits, des dates et des chiffres y étaient ajoutés. C'était ça, l'information. Il fallait mémoriser, tout, et vite. Il tenta d'absorber chaque détail, chaque flèche, chaque croix. Le mouvement de troupes vers le front de l'Est était une diversion. Le vrai enjeu, c'était le ravitaillement vers les plages normandes. C'était le mur de l'Atlantique qui se renforçait, se préparant à l'inévitable. Soudain, le soldat le plus jeune, celui au crayon, se tourna vers l'autre. « Encore un déraillement, Karl, » dit-il, sa voix résonnant curieusement claire dans le conduit. Près de Chartres, le Befehlshaber est furieux. Il parle de saboteurs, de terroristes. Karl, un homme plus âgé avec une moustache fatiguée, soupira lourdement. Saboteurs, ou juste les vieilles voix françaises qui craquent sous le poids de nos ambitions. Nous avons déjà assez de problèmes avec le manque de charbon. Qui a besoin d'un groupe de gamins du maquis pour ajouter à la misère ? Le colonel Muller ne partage pas votre cynisme, répliqua le jeune homme, un soupçon d'irritation dans la voix. Il est convaincu qu'il y a un réseau d'agents bien entraînés, dirigé par... Il hésita, baissant la voix. Par un archiviste fantôme, c'est ce qu'il a dit, quelqu'un qui connaîtrait les rouages des transports de l'intérieur. Le sang de Jean-Luc se glaça. Un archiviste fantôme, un nom de code, ou une description si précise qu'elle ne pouvait être que le fruit d'une intuition terrifiante ou d'une fuite. Il sentit le sol se dérober sous lui. Était-ce une simple coïncidence ? Ou un piège qui se refermait, brique après brique, autour de sa petite existence feutrée ? Le plus jeune soldat se rapprocha de la radio, tripotant les molettes. Le grésillement s'intensifia. Ils ont un contact, un homme ou une femme, un nom de code, l'épervier ou le faucon, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement. Les ordres sont clairs, renforcer la surveillance de toutes les gares de triage et surtout des dépôts de munitions et vérifier les accès secondaires. Il désigna la grille au-dessus de Jean-Luc. Même cela. Le souffle de Jean-Luc s'étrangla dans sa gorge. Il était repéré. Pas personnellement, mais le modus operandi était connu. Son accès, sa méthode, potentiellement son existence même étaient révélés. L'épervier, le faucon. Ces noms ne lui disaient rien. Était-ce un autre réseau ou une tentative de désinformation? Ou pire, quelqu'un de son propre réseau trahi ou brisé? La peur ne venait pas seulement du danger physique, mais de la dissolution de toute certitude. Le monde devenait une toile d'araignée aux fils invisibles et mortels. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit avec un claquement sec. Un officier supérieur, plus âgé, la tête rasée et le visage sévère, entra. « Messieurs, dit-il d'une voix sèche et autoritaire, les ordres du colonel Muller sont clairs. Aucune négligence. Nous devons identifier ce fantôme. Karl, préparez un rapport détaillé sur tous les accès de service de ce bâtiment. Je veux qu'ils soient tous inspectés, y compris les conduits d'aération, d'ici l'aube. » Jean-Luc n'attendit pas. Le temps s'était contracté en une seule impulsion. Fuir. Il recula dans le conduit avec une vitesse insoupçonnée, le cœur battant la chamade, le goût du fer dans la bouche. Les informations qu'il avait recueillies étaient vitales, mais le prix à payer venait d'augmenter de manière exponentielle. Il était passé d'un chasseur d'informations à une proie. Et le vieux gardien, celui qui ne faisait rien, se retrouverait-il au milieu de cette chasse infernale ? Le dilemme moral venait de se poser, lourd et implacable. Il n'était plus question de se dérober. Il devait fuir, oui, mais il devait aussi agir. Pour le réseau, pour lui et peut-être pour le vieux gardien. Jean-Luc s'extirpa du conduit d'aération avec une agilité que la peur seule pouvait conférer. Il connaissait les chemins secrets de cette bibliothèque comme le dos de sa main, des passages oubliés par les architectes modernes mais préservés par le temps et la poussière. Chaque muscle était tendu, chaque nerf à vif. Il ne se sentait plus archiviste, mais animal traqué. Le goût du fer dans sa bouche persistait, écho métallique de la panique et de l'adrénaline. Il dévala un escalier de service dérobé, puis un autre, évitant la lumière des patrouilles et le bruit des bottes qui résonnaient déjà plus fort dans les couloirs principaux. Son esprit tournait, rapide, analytique malgré la terreur. L'épervier, le faucon. Des noms qui sonnaient faux, ou qui, s'ils étaient réels, annonçaient un traître ou une fissure dans le vaste et fragile édifice de la résistance. Mais la priorité était ailleurs, les accès de service, les conduits d'aération. Il les inspecterait tous, d'ici l'aube. Et le vieux gardien, M. Armand. L'homme qui passait ses nuits à lire des romans d'aventure bon marché, la tête baissée, ne remarquant jamais la discrète silhouette qui se glissait dans l'ombre. Allait-il être interrogé? Brutalisé? Jean-Luc n'était qu'un maillon, mais la chaîne était faite d'hommes et de leur vie. Le dilemme le serrait à la gorge. Agir,
c'était risquer sa propre capture et l'effondrement de son réseau. Ne rien faire, c'était livrer un innocent au loup. La résistance exigeait des sacrifices, mais lesquels? Il atteignit une porte dérobée donnant sur une ruelle obscure, sentant la morsure de l'air frais de la nuit de Paris sur son visage moite. La rue était silencieuse, seulement troublée par le lointain roulement d'un camion militaire. Il se fondit dans l'ombre, devenant une partie de l'obscurité, le col de son pardessus relevé, son chapeau tiré bas. Le chemin jusqu'à son appartement, rue des Martyrs, était un labyrinthe de rues familières transformées en pièges potentiels. Les réverbères étaient éteints ou pâles, le couvre-feu rendant chaque silhouette suspecte. Le froid mordait, un froid sec qui semblait suinter des pierres mêmes de la ville. Les affiches de propagande allemande, éclairées sporadiquement par la lueur des phares, défiguraient les murs centenaires de Paris, des visages austères regardant fixement une population invisible. Chaque pas de Jean-Luc était mesuré, une danse macabre entre l'instinct de survie et le poids de l'information qu'il portait. Les patrouilles de la Feldgendarmerie, leurs silhouettes sombres et menaçantes, le faisaient se presser dans les porches, son cœur martelant contre ses côtes. Il croisait d'autres âmes nocturnes, des ombres silencieuses qui, comme lui, avaient une raison d'être dehors, une raison que l'occupation avait rendue urgente et dangereuse. Il arriva enfin à son modeste appartement. La clé tourna doucement dans la serrure. L'obscurité de son logis était un refuge fragile, mais un refuge tout de même. Le temps pressait. Il devait contacter la Rose. Le rendez-vous fut pris pour l'aube dans un petit café de la place Maubert. Le rendez-vous des penseurs, un nom ironique pour un lieu où les conversations étaient toujours chuchotées. Quand Jean-Luc arriva, le café était à peine éclairé, sentant le marc de café et le tabac froid. Quelques habitués, des ombres grises, y prenaient leur premier café de la journée, les yeux rivés sur leur journal. La Rose était déjà là, assise à une table du fond, une petite femme d'âge moyen aux yeux vifs et intelligents, buvant un ersatz de café. Elle portait un simple foulard qui dissimulait en partie ses cheveux, mais son maintien et son regard dénotaient une force intérieure rare. « Bonjour, monsieur Dubois », dit-elle d'une voix basse sans lever les yeux de sa tasse. « Vous semblez avoir passé une nuit agitée. Le vent des affaires est-il si violent ce matin ?» Jean-Luc s'assit en face d'elle. « Plus qu'à l'accoutumée, madame. Les courants ont changé. Une tempête se prépare, et je crains qu'elle ne soit plus proche que nous ne l'imaginions. Les jardiniers de la ville semblent s'intéresser de très près aux rongeurs qui fouinent dans les sous-sols. Ils parlent même de fantômes et d'éperviers qui s'intéressent au stock. » La Rose leva enfin les yeux, ses pupilles sombres s'agrandissant légèrement. « Des rongeurs dans Hennosy Jardin ? C'est inattendu. Et les jardiniers sont-ils particulièrement zélés ? » ?»« Très zélés. Ils prévoient de passer au peigne fin chaque trou, chaque chemin dissimulé, d'ici l'aube. Et il est question de renforcer la surveillance autour des parterres sensibles, ceux qui contiennent les matières premières, ça. » Jean-Luc garda sa voix neutre, mais l'urgence était palpable entre eux. De plus, il y a un vieil homme, un gardien de jardin qui pourrait se retrouver dans l'embarras à cause de ses recherches. La Rose posa sa tasse, le son délicat du grès contre la soucoupe résonnant dans le silence du café. « Un vieil homme, dites-vous ? Cela complique les choses. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des vagues pour un seul brin d'herbe. C'est le jardin tout entier que nous protégeons. » Sa voix était ferme, mais Jean-Luc perçut une pointe de regret. « Quant à votre fantôme, les jardiniers connaissent-ils son visage ? Ou seulement ses habitudes ? Je crois qu'ils connaissent les habitudes, le modus operandi, précisa Jean-Luc. Pas encore le visage, mais ils cherchent activement. » La Rose réfléchit un instant, ses doigts tambourinant doucement sur la table. Alors, le fantôme doit devenir plus insaisissable encore, et il doit changer de terrain de chasse. Les informations que vous avez sont précieuses. Elles confirment nos soupçons sur un mouvement de troupes imminent ou une fortification défensive. Mais vous ne pouvez plus opérer comme avant. Vous êtes devenu une cible. Elle le regarda droit dans les yeux. Le boulanger a été arrêté la nuit dernière, torturé. Nous pensons qu'il a parlé, du moins sur les stocks d'armes et certains points de rendez-vous. Un frisson glacial traversa Jean-Luc. Le boulanger ? Mais est-ce lui qui a parlé de l'épervier ? Peut-être, répondit la Rose, un voile de tristesse passant sur son visage, ou peut-être est-ce une diversion, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que notre réseau est fragilisé, et que les Allemands certes l'étau. Nous avons besoin de quelqu'un d'intrépide, de quelqu'un qui sache se fondre dans l'ombre et qui soit capable d'improviser. Le fantôme doit maintenant devenir un passeur. Elle poussa une petite enveloppe opaque sur la table, juste assez pour que Jean-Luc puisse la saisir discrètement.
Dans le 6e arrondissement, il y a un atelier de cartographie. Le propriétaire, M. Delorme, est un vieux patriote. Il a des cartes précises, des fortifications allemandes autour de Paris. Mais il est trop exposé. Il faut les récupérer et les faire passer à nos contacts au sud, près d'Orléans. Un contact attendra le message radio à minuit, demain soir. Il y a un train de marchandises qui part à l'aube vers la zone libre, dérouté par nos soins. Vous prendrez ce train. C'est risqué, très risqué. Mais personne ne s'attendrait à ce que notre fantôme se mette en pleine lumière. Jean-Luc sentit le poids de la tâche. La Bibliothèque nationale, ses archives poussiéreuses, semblaient un havre de paix lointain. Cartes, zone libre, train, fuite. « Et le gardien » demanda-t-il, la voix à peine un murmure. « La chouette s'en chargera » répondit la rose, sa voix adoucie. « Elle a des talents pour les fausses pistes. Il sera déplacé, temporairement. Mais votre priorité est le paquet et votre survie. Le réseau ne peut pas se permettre de perdre son fantôme si tôt. Vous êtes notre lien le plus précieux avec le terrain. » Il acquiesça, le destin du vieil homme pesant moins lourd pour l'instant que celui des fortifications et du réseau tout entier. Il était un pion, un outil, mais un outil essentiel. Et la nouvelle mission était claire, sortir de Paris, échapper à la traque et livrer des informations vitales. Le jeu venait de changer de règles et Jean-Luc, le bibliothécaire discret, était désormais au cœur de l'échiquier, un fugitif avec un paquet d'explosifs sous les bras. L'air était une mince lame d'acier ce soir-là, coupant le souffle de Jean-Luc alors qu'il longeait les façades haussmanniennes du 6e arrondissement. Chaque pavé sous ses semelles semblait résonner de sa présence, trahissant l'image du fantôme qu'il s'efforçait d'incarner. Les réverbères, voilés par le couvre-feu, projetaient des halos malades sur la pierre grise, transformant les statues en sentinelles muettes d'une gloire oubliée. Le Paris de 1943, sous son vernis de résignation, gardait la cicatrice ouverte de l'occupation. Chaque rue, un rappel du luxe éteint, chaque silhouette furtive, une âme en peine. L'atelier de M. Delorme était niché au fond d'une cour discrète, son enseigne effacée, comme si elle craignait d'attirer l'attention. La porte, lourde et ancienne, céda sous une poussée calculée et Jean-Luc se glissa à l'intérieur, baigné par l'odeur du papier vieilli et de l'encre. Delorme, un homme menu aux lunettes cerclées de métal, se tenait derrière un grand bureau encombré de rouleaux et de compas, son profil découpé par la faible lumière d'une lampe à pétrole. « Le fantôme, enfin !» murmura Delorme, sa voix éraillée par les années et sans doute par la peur. Il n'y avait aucune surprise dans ses yeux, seulement une lassitude infinie. « On me l'a dit, que vous viendriez chercher le testament de ma ville. » Jean-Luc s'approcha, son propre silence étant sa meilleure réponse. « Monsieur Delorme, le temps presse. » Le vieil homme fit un geste vague vers une pochette de toile épaisse, posée avec une révérence presque religieuse sur un tabouret. « Elles sont là, le cœur de la bête, chaque bastion, chaque champ de mine, chaque nid de mitrailleuse. Mon travail d'une vie, détourné pour cette entreprise ignoble, et maintenant utilisé pour la détruire. Un paradoxe délicieux, n'est-ce pas? Pour un cartographe, c'est comme donner ses secrets à l'ennemi, puis espérer qu'il s'en serve pour s'auto-détruire. Il marqua une pause, un sourire amer étirant ses lèvres fines. Mais l'ennemi, c'est nous, ou plutôt ce qu'il reste de nous. Jean-Luc prit la pochette. Son poids était insignifiant, et pourtant, il pesait comme la promesse d'une apocalypse miniature. Le gardien? Delorme agita la main, une ombre d'amusement dans le regard. La chouette a des talents de charmeuse ou de somnifère selon l'humeur. Il est indisponible. Temporairement, elle est une artiste. Il regarda Jean-Luc, une flamme de curiosité ravivée dans ses yeux fatigués. « Vous avez l'air d'un homme qui porte le poids du monde sur ses épaules, monsieur Dubois. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas le paquet qui est lourd, c'est le savoir. » Jean-Luc acquiesça, la tension serrant sa mâchoire. « Merci, monsieur Delorme, pour tout. »« Allez, jeune homme, » répondit le vieil homme se penchant en avant. « Le silence de Paris attend, il est lourd de secrets et de ceux qui les portent. » Sortir de l'atelier fut une libération et une plongée dans une anxiété renouvelée. Les rues étaient vides, sinistres sous le ciel d'encre. Chaque ombre semblait abriter une menace. Jean-Luc serrait la pochette contre lui, la dissimulant sous son manteau. Il n'était plus le bibliothécaire discret, mais un conspirateur à nu, chaque muscle tendu, chaque sens en éveil.
Le contraste entre la beauté endormie de la ville, les toits parisiens se découpant en dentelle noire sur le ciel gris, les gargouilles de Notre-Dame veillant sur le fleuve silencieux et l'horreur latente de l'occupation était insoutenable. La moindre rumeur de pas lointain, le grognement d'un camion militaire au loin, le frôlement d'un chat errant contre une poubelle, tout était amplifié, chaque son une alerte potentielle. Il était le fantôme, mais ce soir-là, il avait l'impression d'être cruellement visible, un phare clignotant dans l'obscurité. Il atteignit la gare de marchandises à l'aube, alors que le ciel pâle commençait à teinter les nuages d'un rose hésitant. L'odeur du charbon et de la sueur emplissait l'air. Le train, un long serpent de wagons rouillés, crachait des volutes de fumée grise. Il trouva le wagon convenu, une ouverture bricolée dans une tôle latérale. Se glissant à l'intérieur, il se retrouva dans l'obscurité relative, le plancher vibrionnant sous ses pieds. D'autres silhouettes, silencieuses et blotties, partagèrent sur le wagon. Des réfugiés, des juifs en fuite, des hommes et des femmes dont les regards exprimaient la même angoisse silencieuse. Personne ne parla. Le silence était une armure. Le voyage fut une éternité de secousses et de froid. Le cliquetis des roues sur les rails, un battement de cœur régulier, hypnotisant et terrifiant. Chaque ralentissement était une menace, chaque arrêt une promesse d'inspection. Jean-Luc imaginait les bottes des soldats résonnant sur le quai, les faisceaux des lampes torches déchirant l'obscurité, la question brutale « Papier ?» Mais le train reprenait sa course, encore et toujours, l'emportant vers le sud, vers l'incertitude. Près d'Orléans, dans la pâleur du matin naissant, le train ralentit. Un sifflement strident, une secousse, et il s'arrêta dans une clairière bordée de chênes imposants. Jean-Luc, le corps raide et engourdi, se laissa tomber hors du wagon. L'air frais et humide de la campagne le frappa, un contraste saisissant avec l'atmosphère confinée du train. Au loin, une silhouette attendait, adossée à un arbre, l'air aussi indifférent qu'une souche. Un homme simple, un ouvrier peut-être, le béret enfoncé sur la tête. « Le hibou a bien chanté cette nuit », dit Jean-Luc, la voix rauque. L'homme redressa la tête. Mais la rose ne s'est pas encore ouverte. Le code était correct. Jean-Luc tendit la pochette. Le contact la prit, la glissa sous son veston sans un mot. Il n'y eut pas d'échange de regards prolongés, pas de poignée de main. Juste un transfert de poids, un échange silencieux de destinée. L'homme fit un signe de tête à peine perceptible, se fondit dans les arbres et disparut. Jean-Luc resta là, au milieu des rails, le vide de la pochette entre ses mains pesant plus lourd que son contenu ne l'avait fait. L'aube se levait complètement maintenant, peignant le ciel de nuances délicates. Les oiseaux se mirent à chanter, inconscients des drames humains qui se déroulaient sous leur nid. La mission était accomplie, les cartes étaient repassées. Mais le sentiment de victoire était ténu, presque irréel. Il n'y avait pas de fanfare, pas de gloire, seulement l'épuisement et le retour imminent à l'ombre. Le bibliothécaire en lui cherchait une fin logique, une conclusion nette. Mais la guerre ne fonctionnait pas ainsi. Il n'y avait pas de points finaux, seulement des virgules, des pauses précaires avant le prochain chapitre de danger. Il était toujours le fantôme, mais un fantôme qui avait osé traverser la lumière et qui portait désormais en lui la brûlure de cette exposition. Le savoir, comme l'avait dit Delorme, était le vrai fardeau, et Jean-Luc Dubois, l'homme discret aux lunettes fines, venait d'en porter une part considérable. Le chemin du retour vers le silence de Paris s'annonçait long et lourd, mais il était prêt. Le jeu venait de changer de règle, et il avait gagné cette manche. Mais à quel prix et pour combien de temps ?